Macron déclare qu'il ne faut pas exclure l'éventualité d'un envoi de troupes au sol en Ukraine et qu'ils feront tout pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Vladimir Poutine, dans son discours à la nation, qui répond « Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. » Donc, ça nous ramène en fait à l'avertissement premier de cette civilisation extraterrestre qui nous a créés, les Elohim. Très souvent, j'ai cette réflexion, les gens disent « mais pourquoi vous parlez de sauver l'humanité ?» Enfin, vous vous présentez comme des sauveurs de l'humanité, mais l'humanité n'a pas besoin d'être sauvée, mais on a des preuves claires. En fait, il y a une forme d'inconscience collective de ce qui se passe en ce moment, et tout ça est mené par des pions, des gens qui sont élus. C'est-à-dire que ce 6 août 45, symboliquement, c'est vraiment le moment où on se rend compte que cette civilisation sera, si on a une maîtrise de notre agressivité, ou ne sera pas si on ne maîtrise pas notre agressivité. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Maitreya a été envoyé, que Raël a été envoyé, juste, ou en tout cas créé de manière à arriver après cette échéance du 6 août 45. Tu parlais de cette date du 6 août 45, la bombe nucléaire d'Hiroshima, et c'est vrai que la civilisation des Elohim, 25 000 ans d'avance, hein. Et dans ce qui a été dit à Raël, les Elohim nous enseignent qu'il y a une règle dans l'univers qui fait que toute civilisation qui sort de son système solaire est obligatoirement pacifique, car elle est sortie de son processus de destruction en fait. On est à cette époque. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vision Raélienne. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Bonjour Luna. Bonjour Xavier. Et Brigitte. Salut à toi. Bon, on se retrouve une nouvelle fois en live, hein, tous les quatre ensemble pour apporter la Vision Raélienne. Et ce qu'on vous propose en fait, c'est une immersion quelque part, une immersion au sein de cette philosophie qui fait tant parler en ce moment et qui provoque tant de questionnements. Et je suis sûr que si vous êtes là aujourd'hui et puis si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes très curieux, et félicitations à vous, parce que la curiosité est une des grandes qualités qui permet à l'être humain de s'élever. Aujourd'hui, on va aborder, si vous êtes OK, un peu plus des sujets de société, parce que la dernière fois, on parlait de ce qui se passait en France. On est le combien aujourd'hui ? On est le 1er mars. 1er mars. Et on parlait de cette loi qui est passée là avant-hier, de cette loi contre les dérives sectaires. C'est complètement dingue. Hein. On rappelait aux Français et aux Françaises, bienvenue au club, parce qu'aujourd'hui, si vous refusez un traitement médical, vous êtes considéré comme ayant un comportement sectaire. Si vous allez faire un peu de yoga ou du développement personnel ou du coaching, donc ça concerne des millions de personnes. Et Brigitte, je me souviens, dans le dernier épisode qu'on a fait, tu as me donné la réflexion, mais jusqu'où ça va aller ? Et on se rend compte que les systèmes qui nous régissent sont à bout, en fait, quoi. On est régi par des systèmes, les systèmes qui régissent nos sociétés, quoi, sont à bout, que ce soit les systèmes politiques, les systèmes financiers, on arrive au bout d'un système. Et puis, pour beaucoup de personnes sur Terre, c'est pas évident d'envisager un futur meilleur, parce que jusqu'où tout ça va aller. Puis des fois même ça peut faire un peu flipper parce qu'on a vécu une semaine particulière. On enregistre cette émission quelques jours après les déclarations de Macron qui annonçait l'éventualité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. On a vu la réaction que ça a fait dans le monde entier, y compris celle de Poutine, hein, Guillaume. Oui, mais Emmanuel Macron, c'est le lundi, je crois que c'était le 26, hein. Ouais. Février, qui déclare qu'il ne faut pas exclure l'éventualité d'un envoi de troupes au sol en Ukraine et qu'ils feront tout pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Donc c'était à Paris, donc il y avait un rassemblement de plusieurs chefs d'État politiques. Et malheureusement pour lui, le lendemain, donc il y a eu une levée de boucliers où Olaf Scholz, chancelier allemand, et puis d'autres personnes, Madrid, en fait les autres capitales. Les États-Unis même. Les États-Unis, voilà, se sont levés en disant mais non, jamais on a dit ça, il est hors de question. Donc il s'est retrouvé tout seul là, lâché. Et puis bien sûr tous les partis de l'opposition français se sont levés en disant mais quelle ineptie quoi. On peut pas faire plus gros et puis à côté de la plaque que ça.
Et puis, juste quelques jours plus tard, donc c'était jeudi 29 février, Vladimir Poutine, dans son discours à la nation, qui répond et qui dit « Il n'y a pas de souci, nous avons les armes pour atteindre n'importe quelle cible. Nous souhaitons. En revanche, il faut s'attendre à un conflit nucléaire, c'est-à-dire à la fin de la civilisation. » Donc là, ça va loin, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, ouais, je vais te faire la guéguerre, tu vas voir, avec mes copains, on va venir te taper. Puis il y a quelqu'un qui met le truc beaucoup plus haut en disant, mais est-ce que vous êtes conscient que si on rentre en réel conflit, c'est fini? Parce qu'aujourd'hui, on a tous l'arme nucléaire. Et comme disait, je crois que c'est Albert Einstein qui disait, la 4e guerre mondiale se fera avec des bâtons et des cailloux. Il restera plus rien du coup, après la 3e. Et donc l'image elle est puissante. Ça suppose qu'il y a des gens qui restent. Ce qui n'est pas gagné. Il y a quelques survivants, c'est pas gagné. Il y a plus de 15 000 têtes d'armes nucléaires aujourd'hui. C'est énorme sur la terre. Il y en aurait 2000, enfin 1000, même 100, même une. Mais là, on a de quoi se vitrifier des milliers de fois, puis tout va bien. On continue comme ça, on continue à en fabriquer, on continue à faire la guerre. Après, il y a des conventions qui fait qu'on ne peut appuyer sur le bouton qu'en réaction à l'envoi réaction à une attaque nucléaire. Donc c'est un petit peu un garde-fou qui fait que tant que quelqu'un l'envoie pas, tu peux pas l'envoyer. Donc avec ça, en principe, personne n'envoie. Mais il y a des États qui ont dit qu'on pourrait déroger à cette règle. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui envoie le premier arme nucléaire. Poutine on a parlé beaucoup de son missile Satan 2, etc. Donc il est capable de raser un pays, un petit pays comme la France, ou avec quelques missiles les États-Unis. Donc ça va loin. Et donc si là on voit, si les Français envoient, les Russes vont répondre, les Américains vont soutenir peut-être, les Chinois vont soutenir, et ainsi de suite. Et puis c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc, ça nous ramène en fait à l'avertissement premier de cette civilisation extraterrestre qui nous a créés, les Elohim. Donc, rappelons que le mouvement raélien affirme, et c'est quelque chose qu'on le comprend de plus en plus au vu de des réalités aujourd'hui, que la civilisation terrienne a été créée par d'autres êtres humains venus de notre planète qui a très longtemps, qu'il n'y a pas de Dieu, pas d'évolution, et que ces êtres-là ont contacté Maître Raël en décembre 73 pour lui donner cette information, démystifier nos origines, mais nous donner aussi des clés du bonheur pour vivre en harmonie avec notre monde, et nous proposer en fait des solutions pour un avenir meilleur en nous disant voilà à quoi vous vous exposez si vous continuez comme vous avez commencé. En 1945, la première bombe atomique explose à Hiroshima et Nagasaki, et donc ils comprennent que là on va trop loin et que si on continue, il n'y aura plus rien. Et aujourd'hui, on est en plein dans ce qu'ils expliquent qu'ils ont compris en 1945 quand ils ont décidé d'envoyer Maître Raël. Donc en 73, ils commencent. On est en pleine guerre froide, les choses se tassent un petit peu, il y en a des sursauts d'intelligence qui font qu'on essaye d'améliorer les choses, mais là ça repart. Et donc comme tu dis, on est arrivé à la fin d'un système, et comme disait Brigitte, jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira-t-on parce que tout système porte en lui-même le germe de sa fin. Sauf qu'à un moment donné, il faut en être conscient, et donc il faut se remettre en question et ouvrir vers une autre direction. Et ce qu'on essaie de ne pas faire aujourd'hui, parce que le capitalisme est devenu tellement important, l'avidité, le pouvoir d'une minorité au détriment d'une majorité est devenu tellement entretenu par cette minorité qui détient le pouvoir, qu'en fait, ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas changer. Et du coup, tout le monde paye les pots cassés, et puis eux-mêmes risquent de finir par en payer les pots cassés. Donc c'est un vrai sujet de société, c'est une vraie question qu'a posée Brigitte. Et voilà quoi, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que quelque part cette semaine c'est un événement sans précédent, peut-être dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'un grand chef d'État annonce le fait que si on entre dans ce conflit, c'est la fin de la civilisation. C'est peut-être que les médias en parlent pas assez de ça, mais c'est quand même historique que là pour la première fois on est devant un fait qui peut amener la destruction de l'humanité en fait. Et ça c'est intéressant parce que, et pourquoi on en parle dans la vision raélienne, parce que c'est le discours qu'on retrouve dans les ouvrages et dans les messages qui ont donné qui a été transmis à Raël. On est dans cette époque charnière de l'histoire de l'humanité où en fait on peut s'autodétruire, l'humanité peut s'autodétruire, ou entrer dans un nouvel âge que certains appellent l'âge d'or. Il y a plusieurs termes pour cela, mais dans une nouvelle humanité grâce à une façon d'appréhender les choses et d'organiser les choses différentes. Et là, il y a des clés. Il y a des clés dans ce qu'on appelle les messages là-dessus, et des projets politiques, des projets d'organisation de la société. Brigitte? Non, je pense, en fait,
Très souvent, j'ai cette réflexion, les gens disent « mais pourquoi vous parlez de sauver l'humanité ?» Enfin, vous vous présentez comme des sauveurs de l'humanité, mais l'humanité n'a pas besoin d'être sauvée, mais on a des preuves claires que, en fait, il y a une forme d'inconscience collective de ce qui se passe en ce moment, et tout ça est mené par des pions, des gens qui sont élus dans des mécanismes, censés être de la démocratie, mais en fait, les gens qui sont élus, ce sont des gens qui veulent être élus et qui veulent rester élus. En fait, on est dans un système politique, en fait, où ceux qui sont à la tête ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux placés pour diriger, sont ceux qui pensent qu'ils sont les mieux placés et qui ont la plus grande gueule, je puis dire, pour dire « Regardez comme je suis beau, c'est moi qui vais faire, qui vais tout régler ». La notion de base, en fait, qui est introduite très clairement par les messages dès le début, donc les messages raéliens, les livres que Raël a écrit dès 74 et puis plus tard 75, c'est ce qu'on appelle la géniocratie, c'est-à-dire avoir à la tête des nations ou des petites nations, peu importe, quelle que soit la position d'autorité qui gère une communauté, ce sont des gens qui ont la capacité de le faire. Ils ont été choisis pour ça. Non pas parce qu'ils ont la plus grande gueule pour dire « regardez, c'est moi qui vais vous sauver », mais parce que il y a eu une forme de détection de quel type de personnalité dont on a besoin pour le problème que l'on doit résoudre là maintenant. Et on va chercher la personnalité en question et la sortir de là où cette personne est, et peu importe qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas quelqu'un qui a le désir de le faire, mais c'est quelqu'un qui est là avec des connaissances, mais aussi une personnalité qui fait qu'elle va être capable de régler le problème. Et ce n'est pas un titre de gloire, donc c'est repenser complètement la gestion de notre société avec un système politique, on appelle la géniocratie, c'est-à-dire que ce sont les personnes en question qui ont la capacité de changer les choses ou sont des génies à leur niveau, quel que soit le domaine qui est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle la géniocratie. Et cette géniocratie devra être décidée de façon démocratique. C'est-à-dire qu'on ne renie pas la démocratie. La démocratie est essentielle, mais il va falloir à un moment donné de se rendre compte que élire des gens qui sont prêts à envoyer des troupes juste pour sauver leur image politique suite à des conflits intérieurs, c'est vieux comme le monde, quoi. Il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on se réveille en tant que société pour se rendre compte que peut-être qu'il faudrait qu'on change ça. Et je pense qu'on va avoir l'assistance des computers, enfin de l'intelligence artificielle pour ça. Parce que je pense qu'on est à cette époque charnière où on va être capable de détecter les personnalités nécessaires par rapport à un problème. Et les problèmes locaux sont différents. Ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique du Sud ou en Europe du Nord, ça n'a rien à voir. Les besoins vont être différents. Et donc les personnalités qui vont être en charge de régler les problèmes locaux, et ensuite aussi les personnalités qui vont être en charge de régler ou d'harmoniser toutes ces nations, quelle que soit leur taille, parce qu'on revendique aussi le besoin de réviser les nations. Quand on voit les conflits actuels, par exemple, en Afrique, qui sont générés par des frontières qui ont été décidées par des Européens. C'est pas même les peuples africains qui ont décidé de leurs propres frontières. Et c'est comme ça qu'on a des peuples antagonistes qui sont enclavés dans une région. Enfin Guillaume pourra en parler bien plus que moi. Mais donc on est dans une situation où on peut comprendre, enfin, je veux dire, au moins avoir une conscience collective qu'il va falloir décider d'un changement radical de système politique. Et
le décider de façon démocratique, c'est faisable si c'est bien expliqué, et on va avoir les outils pour déterminer quelles sont les personnalités qui vont être élues. Et c'est pas des personnalités qui vont avoir envie d'être élues, je pense, hein, mais c'est vraiment, on a cette époque-là. Et donc, il faut qu'on décrive ces mécanismes politiques beaucoup plus, hein, qu'on les fasse entendre et qu'on informe le public, parce que cette décision démocratique, elle viendra du public, elle viendra d'un public qui en a ras-le-bol d'avoir ce genre de chef d'État, enfin les chefs d'État dont on est doté de façon internationale en ce moment. Mais quelque part, ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi, si on compare l'humanité à un être humain ou n'importe quel corps vivant, ça fait partie sûrement aussi de sa croissance, aussi de son processus de développement, quoi. Donc c'est pour ça, faut pas non plus, on va pas s'en réjouir, mais c'est aussi un processus naturel, l'humanité qui sort de siècles et de siècles, quoi, d'une certaine gestion de la vie en société. Et là, on doit passer à quelque chose de différent. On se rend compte que les systèmes actuels ne fonctionnent pas, quoi. Et qu'il se fait tout et n'importe quoi. Princesse? Oui, ça m'inspire beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'effectivement, notre calendrier raélien, par exemple, démarre après Hiroshima. Le 6 août 45. Le 6 août 45. Ouais. C'est-à-dire que ce 6 août 45, symboliquement, c'est vraiment le moment où on se rend compte que cette civilisation sera, si on a une maîtrise de notre agressivité, ou ne sera pas si on ne maîtrise pas notre agressivité. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que Maitreya a été envoyé, que Raël a été envoyé, juste, en tout cas créé de manière à arriver après cette échéance du 6 août 45. Et c'est vrai que ce symbole de maîtrise de son agressivité fait partie du processus d'un être humain, d'apprendre l'apprentissage de toucher au feu, ça brûle, ok, quand on a un enfant qui grandit, mais il faut lui montrer aussi que si ça va trop loin, il encourt la mort. Mais également comprendre que sur un cycle, si on pense à d'autres planètes qui sont habitées, c'est le même processus. C'est-à-dire que cette maîtrise de l'agressivité est le signe de soit je maîtrise tout mon outil, ma Ferrari ou ma Porsche, soit je la maîtrise, et dans ces cas-là, effectivement, je passe à autre chose, soit je ne la maîtrise pas et je m'autodétruis. Et c'est une forme de système immunitaire finalement universel qui fait que si on est trop agressif, eh bien, l'univers entier ne veut pas de nous. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Donc ça, c'était très intéressant. Et quand j'ai lu les livres de Raël, ça m'a beaucoup touchée de comprendre aussi qu'au niveau individuel, c'est la même chose. On a parlé du respect de soi, mais c'est la même chose. Ce côté autodestruction ou plaisir à vivre. Et là, sur un système politique, on a... Pendant que tu parlais, Brigitte, je pensais effectivement que si nous passions peut-être des scanners cérébraux à beaucoup de nos dirigeants politiques, j'ai bien peur que nous aurions peut-être beaucoup de surprises. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça avait été évoqué à un moment donné de faire passer des scanners à des personnes, des personnalités qui nous dirigent, qui sont censées avoir du bon sens, justement, mais qui visiblement ont oublié ce que ça voulait dire, qui sont dans un autre monde, sur une autre problématique, qui est leur problématique personnelle de prise de pouvoir, de reconnaissance. Et de garder le pouvoir. Et surtout de garder le pouvoir. Et effectivement, un système où les gens n'ont pas... Et d'ailleurs, ça me fait penser que Poutine n'a pas demandé à être président des républiques de Russie au départ. On lui a demandé, il a refusé. Une fois ou deux, je crois. Il a refusé. C'était un gars du KGB, il n'avait pas du tout envie de cette c'est pas un privilège, c'est une charge, c'est une responsabilité, il n'avait pas envie de l'endosser, mais il a fini par le faire. Et je trouve ça intéressant de se dire d'avoir quelqu'un qui a été vu pour ça et qui a refusé à plusieurs reprises en se disant mais moi j'ai pas envie de ça. Ça dénote quand même d'une forme de caractère aussi, et de se dire il a les compétences, on a décidé qu'il avait les compétences pour ça, et effectivement avec ce système géniocratique de dire on n'a pas nécessairement envie de faire quelque chose parce qu'on développe nos qualités aussi en faisant, mais on a aussi des talents propres. Chaque être humain a des compétences que parfois il ne voit pas. Par exemple, savoir ranger des coffres de voiture, des choses, par exemple, tout le monde n'a pas, ou être bricoleur. Et ça paraît anodin, mais en réalité, ce bon sens, et dans la géniocratie, c'est ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une intelligence universitaire. C'est aussi une intelligence pragmatique, c'est-à-dire des gens du bon sens, des agriculteurs, des gens qui ont la notion de comment fonctionne la vie. Le bon sens paysan. Le bon sens paysan. Et donc cette intelligence
des manuels aussi, de comprendre comment la matière fonctionne. Macron. Alors là, tu m'as coupé. Et effectivement, c'est intéressant de se dire, il y a des personnes qui ont des compétences pragmatiques à mettre au service et qui vont le faire pour le bien de la communauté. Et de mettre des gens qui ont envie d'œuvrer pour le bien de la communauté, ça change tout. Et ils sont pas là pour garder le pouvoir. Et moi, je me souviens, je regardais de temps en temps pour rire. Hein. Vous savez, les mercredis après-midi, les parlementaires ou les députés. Ouais. Et je me disais, et j'étais petite, et je me disais, mais comment est-ce possible que des gens qui se parlent aussi mal puissent nous diriger, qui se traitent aussi mal puissent nous diriger? J'ai honte, en fait, j'avais honte pour eux. Je me suis dit, comment est-ce possible qu'ils aient fait autant d'études? Ma mère était illettrée, elle savait ni lire ni écrire, mais elle avait un sens de l'humanité, de la psychologie et du respect de l'autre. Et je me suis dit, comment est-ce possible que ces personnes qui ont fait autant d'années d'études se traitent aussi mal, en public en plus? Et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Toute jeune, toute petite, je me dis, il y a quelque chose et ce monde marche sur la tête. Il marche sur la tête parce que des personnes, effectivement, ont voulu avoir du pouvoir, et ce pouvoir politique, d'avoir des rentes à vie, ou c'est absolument hallucinant. Donc, effectivement, il est temps, nous arrivons, et heureusement, finalement, au bout d'un système qui se tue de lui-même. Et nous, les Raéliens, depuis le démarrage, nous avons cette phrase sur le troisième livre, c'était « La fin du monde par la bombe nucléaire est proche ». Et puis ils viendront sauver les justes. Bon, moi ça m'énervait un petit peu quand même cette phrase, hein, je dois le dire, parce que je me disais, qui est juste? À quel moment je sais que je suis juste? Bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est une phrase choc. Hein. C'est une phrase choc. La fin du monde par la guerre atomique est proche. Ouais. Et on se rend compte que c'est le cas aujourd'hui. Et on le vit. On est dans cette fenêtre-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment on œuvre avec ça? Et en même temps, c'est notre objectif. Donc, quand les gens ne comprennent pas pourquoi nous, cette notion d'ambassade, par exemple, d'avoir une ambassade pour être capable d'accueillir un peuple extraterrestre, une humanité autre, ça veut dire que nous aurons résolu une bonne partie de nos problèmes ici. De se dire, là, c'est fini. La mondialisation nous a amenés aujourd'hui à ne plus pouvoir se considérer comme des États séparés, mais comme une seule entité qui doit œuvrer ensemble. Donc effectivement, on arrive à peut-être à 2 secondes de la fin, lâche pas l'horloge, à 2 secondes de la fin, et en même temps, bien, comment faire pour éventuellement encore renverser la vapeur? Jusqu'à la fin, il y a de l'espoir. Donc nous œuvrons pour ça depuis toujours, hein, depuis que nous sommes là, et Maitreya Raël a été envoyé aussi pour cette époque incroyable. Mais là, tu viens d'en parler tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une époque extraordinaire qu'on est en train de vivre, hein, et le voir à travers le prisme de la philosophie raélienne, c'est quelque chose de fort. Tout à l'heure, tu parlais de cette date du 6 août 45, de la bombe nucléaire d'Hiroshima. Et c'est vrai que la civilisation des Elohim, 25 000 ans d'avance, hein, et dans ce qui a été dit à Raël, les Elohim nous enseignent qu'il y a une règle absolue, il y a une règle dans l'univers qui fait que toute civilisation, d'ailleurs c'est super intéressant ça, toute civilisation qui sort de son système solaire est obligatoirement pacifique, car elle est sortie de son processus de destruction, en fait, quoi. Donc ça, on est à cette époque. Mais par rapport au fait de la façon de régir la société, d'apporter de nouveaux modèles, d'apporter un nouveau système, tu parlais de la généocratie, on met en avant également le paradisme, qui est une forme d'organisation de la société, qui met l'être humain au centre de tout, qui met en avant les notions de partage. Aujourd'hui, la planète Terre, en fait, tous les éléments sont là pour qu'on vive dans un paradisme. Tout est fait aujourd'hui, tout est là pour que tout le monde puisse manger à sa faim, pour que tout le monde puisse avoir un toit, pour que tout le monde puisse vivre décemment. Et comme on le disait lors d'un dernier numéro de la vision raélienne, également que l'être humain puisse faire ce pourquoi il a été accompli, c'est-à-dire penser, créer et s'épanouir, quoi. Arrêter de travailler et puis vivre une vie d'épanouissement, quoi. Hein, Guillaume? Oui, sauf que penser avec le no thinking, ça va être compliqué. Ouais. Donc, Luna disait, ils viendront sauver les justes. Donc moi, je vous annonce que je change de nom, je m'appelle Juste. Maintenant, comme ça, j'ai une chance d'être sauvé. T'es sûr, là? Est-ce qu'ils viennent sauver les justes? Sauver le juste. Il est non pour Guillaume. Sauver le juste. Et moi, c'est avec Justine.
Et donc, en fait, c'est vrai que faut revoir les choses. Hein, cette date-là, 6 août 1945, Nagasaki, Hiroshima, on appuie sur un bouton et des milliers de morts, quoi. On rase une civilisation. Des innocents, des femmes, des hommes, des enfants qui n'ont rien fait, qui vaquaient tranquillement à leur occupation, et au nom d'une idéologie. Ça veut dire, en fait, de la pensée, d'une imagination idéologique, hein. On finit par dire, OK, on passe à l'action, on va mettre toute notre énergie pour tuer ces gens-là. Imaginez tout le cerveau qui a été mis pour ça. Ils ont pris les meilleurs chercheurs pour faire ça. C'était Oppenheimer, là, en fait, qui est le père de la bombe atomique. Alors, on dit souvent que c'est Einstein. Non, Einstein, en fait, a découvert des calculs savants en tant que physicien qui ont permis à Oppenheimer d'aboutir. En fait, il l'a souvent consulté. Et une fois que ça a été fait, ils ont réalisé, en fait, la gravité de la chose. C'est vrai qu'Oppenheimer a dit, je suis le diable, en fait, quand ça s'est fait, parce qu'il a apporté la culpabilité absolue. Et alors, le pire, j'aimerais pas être à la place de celui qui a appuyé sur le bouton. C'est là où la philosophie raélienne est importante, parce que, avec la notion de responsabilisation, donc on a parlé dans les épisodes précédents, et avec cette phrase de Raël, hein, le soi-disant gourou endoctrineur qui a une emprise, cette phrase où il dit, que ne faites rien qui soit contraire à votre conscience, qui que ce soit qui vous en donne l'ordre, que ce soit moi, Raël, ou les Elohim, l'entité suprême, les entités suprêmes eux-mêmes. Si ce pilote avait eu cette philosophie raélienne, il n'aurait pas appuyé sur le bouton. Si toute la chaîne là qui s'est fait, il n'aurait pas été jusqu'au bout. Mais cette notion de déresponsabilisation qu'amènent ceux qui dirigent, si on peut appeler ça diriger, dans l'organisation sociétale fait que c'est une catastrophe. Donc, une des premières choses, c'est de rappeler l'importance de cette valeur et l'importance de cette notion en préambule de la philosophie raélienne, qui est cette notion de prendre ses responsabilités et de ne pas exécuter un ordre contraire à la conscience. Donc, c'est à cette époque, Oppenheimer et puis toute sa clique font cette bombe qui est expérimentée quelque part sur les Japonais. Hein. C'est pas des hommes, c'est des jaunes. Voilà. À profiter de la guerre pour faire l'expérience et devenir plus fort. Et puis, en 1947, il y a une réaction des scientifiques, certains scientifiques qui se réunissent, qui disent qu'il faut arrêter tout ça, et puis ils commencent à discuter sur le fait d'arrêter tout ça, à alerter les autorités sur le danger, là, en disant ça va se multiplier, et puis ça va devenir irréversible. Et ils commencent à faire des calculs savants pour essayer de comprendre combien de temps nous reste-t-il jusqu'à la fin de notre civilisation en tenant compte de différents paramètres économiques, sociologiques, politiques. Donc ils ont mis en place, pour que ce soit facilement lisible, une espèce d'horloge conceptuelle. Et ça s'appelle le Doomsday Clock. Ça veut dire que ça commence à minuit, jusqu'à minuit. Et en fonction de tous ces paramètres, à quelle heure de la fin du monde, si la fin du monde est à minuit, sommes-nous? Est-ce que vous savez à quelle heure nous sommes aujourd'hui, en 2024? On n'est pas brillant. On est à 90 secondes. Il nous reste 90 secondes de Doomsday Clock à vivre, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait 23h10 de choses pour s'ouvrir les veines. Alors qu'on a tout pour être heureux. On est dans un véritable paradis naturel. La nature est un paradis. Il suffit de savoir s'y intégrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du paradisme. Une société sans argent, il n'y aura pas un radis, comme on dit. Non, je ne la connaissais pas, celle-là. Moi non plus. Voilà. Alors ça, parlons-en, parce que le paradisme, ça porte interrogation. Ça porte interrogation. Alors pourquoi le paradisme? Déjà, la première des choses, ce qu'a dit très justement Brigitte tout à l'heure, on a un gap entre notre niveau de sagesse et notre niveau scientifique. On est toujours en train de considérer les choses en fonction de religions qui datent d'il y a 2000 ans, 1500 ans, 3000 ans. C'est pas possible. C'était pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes problèmes. C'était pas le même environnement social. Et la nature humaine, bien sûr, elle est là, mais elle s'adapte en fait à l'environnement social, à l'évolution technologique qui est issue de lui-même. Et donc, on est basé, la notion, vous savez, de bien et du mal, même quand vous prenez le code pénal, si vous regardez, il y a toujours un lien avec la doctrine religieuse qui a engendré cette civilisation. Ça, c'est important de le savoir. Et du coup, les religions du passé dirigent les réalités d'aujourd'hui. Œil pour œil, dent pour dent, avec une bombe atomique, c'est compliqué. Avec une épée, bon, il y en a deux, avec une bombe atomique, c'est la planète entière. Et donc, en fait, on doit changer tout ça. Et c'est pour ça que le message des extraterrestres arrive maintenant. Pourquoi le message des extraterrestres et tout ça? Parce que si ces êtres-là nous observent depuis longtemps, et nous on dit qu'ils nous ont créés, il y en a d'autres qui ont compris qu'on a la présence extraterrestre au fil de l'histoire, même s'ils sont pas d'accord avec nous. Mais ils le savent. Mais donc, s'ils nous observent, ça veut dire qu'à un moment donné,
Ici, ils ont intervenu tout au long de l'histoire de l'humanité. Ils sont obligés d'intervenir maintenant. Vous ne pouvez pas croire ou comprendre la présence extraterrestre sans avoir la certitude qu'ils vont intervenir maintenant. Parce que pourquoi à l'époque de Jésus, puisqu'il y avait comme une petite révolution, ils ont intervenu à différents endroits, et puis en Amérique du Sud, et puis là maintenant, qu'il y a tous les gros bouleversements de cette société, et ben là, non, on va laisser faire, on va juste faire des apparitions d'OVNI. Obligatoirement, ils sont là. Obligatoirement, en fait, ils envoient quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre, le lien entre ce message extraterrestre et la présence de réel. Et obligatoirement, celui qui va envoyer va avoir une façon d'appréhender les choses totalement différente. Et c'est pour ça qu'il y a un message philosophique. C'est pour ça, justement, qu'il y a un message philosophique. Il peut pas arriver et dire tout ce qu'il y avait avant. Moi, je suis prophète. Alors, tous les prophètes ont amené une révolution. Rappelez-vous Jésus dans le temple qui fout les marchands par terre, le doux Jésus. Et rappelez-vous Mohamed qui l'amène à Médine, qui révolutionne tout. Les bouddhistes qui ont fini par essayer de tuer parce que ils finissent par développer des arts martiaux pour se défendre parce qu'ils remettent tout en question, le système. Et là, un prophète arrive qui dirait, ouais, tout va bien, c'est super. Oh, on est à 90 secondes, pas de souci. Ah, comme c'était il y a 2000 ans, oui, c'est bien. Quand on va continuer avec tous nos tabous, tout ce système, c'est pas possible. Un prophète, il va venir révolutionnaire. Et c'est ce que fait Réel. Et donc, c'est forcément, ça dérange. Alors, les autres, ils ont crucifié, fusillé, etc. Là, ils essaient de le crucifier médiatiquement, mais il est là. Et il est là. Et ce qu'il dit aujourd'hui est répondu beaucoup plus rapidement que les anciens grâce aux technologies. Et dans ce qu'il dit, il y a les clés fondamentales pour qu'on bascule rapidement. Il n'y a pas le temps d'attendre 2000 ans. Là, c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'il amène le paradigme. Parce que depuis 50 ans, il explique que le travail va disparaître. Alors, ouais, le travail va disparaître, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire sans travail? Ça n'existera jamais. Il y aura des machines, des robots. C'est bien écrit dans tout ce qui arrive aujourd'hui est expliqué depuis 50 ans, pour ceux qui pensent que il a une imagination débordante. Et on est en plein dedans aujourd'hui avec l'avènement notamment de l'intelligence artificielle. Il explique depuis le début que les emplois vont disparaître et qu'il va falloir trouver un système économique qui mette au centre des préoccupations l'épanouissement de l'individu plutôt que le profit. Parce qu'il y aura plus d'argent, donc faites le profit avec quoi? Et quel va être le dénominateur commun et quel va être l'indice de valeur de l'individu? Ça va être sa capacité à aimer, donc à apporter un plus à la société. Et c'est pour ça qu'il enseigne des valeurs basées sur l'amour des différences, le respect absolu, parce qu'une société sans argent, vous faites comment pour évaluer l'individu? C'est sa capacité à aimer. Et c'est exactement le message qu'il amène, donc il s'inscrit en plein dans ce qu'on vit et vers où on va. Si la capacité d'aimer n'est pas l'indice de valorisation, alors on sait quoi? C'est l'argent? Non, ça va disparaître, il n'y aura plus de travail. C'est quoi? C'est la force physique? Non, c'est pas possible. Ça peut être que ça parce que dans une société, la technologie est tellement puissante, si notre niveau d'amour est pas au-dessus de tout et n'est pas notre valeur suprême, on va s'autodétruire. Déjà, c'est aujourd'hui la bombe atomique dans les mains de notre civilisation, c'est 2 pistolets dans les mains d'un singe bourré. Donc, normalement, il va tirer sur quelque chose et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, lui, il amène quelque chose de beaucoup plus élevé que ça, et c'est ça le paradis. Alors, comment ça fonctionne le paradis? Déjà, c'est pas une personne qui décide, qui pourrait être défaillante, parce que l'infaillibilité papale, je suis désolé, ça n'existe chez personne. Il n'y a pas d'infaillibilité. Donc, c'est un collège de génies, un collège de personnes qui prennent des décisions, et avec des personnes compétentes, comme le disait Brigitte, dans différents domaines. C'est pas un président qui n'y connaît rien j'allais dire, aux stratégies derrière, et puis à ce que ça engendre, et toutes les implications que ça peut avoir, notamment la destruction atomique de l'humanité, qui va dire on va envoyer des tripes en Ukraine. Il va y avoir des vraies personnes qui vont vraiment réfléchir à la situation et qui connaissent l'histoire de l'humanité, qui connaissent les réalités des différents peuples. C'est pas quelqu'un qui fonctionne au sondage. C'est quelqu'un qui fonctionne qui fonctionne à l'intelligence. Et surtout, qu'est-ce que l'intelligence? C'est-à-dire, il fait des liens qui lui permettent d'avoir cette vision panoramique avec une constance qui est l'amour. Nous allons être dirigés par des gens dont la base des compétences est la capacité à aimer. Sans cette base de compétences, on ne peut pas aller loin aujourd'hui. Donc ça, d'abord, c'est la première chose. Comment on est dirigé? Par un collège de génie. Ensuite, c'est d'utiliser les technologies pour permettre à l'être humain de se libérer de tout ce qui est avilissant. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui on est bien content d'avoir la machine à laver et de pas se taper 3 km pour aller laver le linge ou lavoir tous les matins? Donc arrêtons de dire que les technologies sont dangereuses. Au contraire, on en use tous les jours. On est bien content aujourd'hui de se retrouver avec des micros, de parler au monde entier. On est capable d'aller de Paris à New York en quelques heures sans avoir à traverser les marais, mourir soit en pleine mer, la peste, etc. sur le bateau. Donc il y a une évolution technologique qui va changer nos conditions et qui va être encore plus loin. Et le fait que les machines vont être capables de tout faire, même de réfléchir, de faire des découvertes scientifiques pour nous, qu'est-ce qui va nous rester?
de nous amuser. Ce dont on parlait dans l'émission précédente sur le plaisir, de nous amuser, d'être vraiment des enfants le petit enfant qui reste à l'intérieur de nous, qui a cette pureté, cette authenticité, cette vérité de l'être qui fait que ce qu'il fait est produit pour le bien-être de lui-même et de l'environnement, et donc une société automatiquement pacifique et qui va perdurer dans la paix. C'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce dont on a besoin. C'est ça en gros le paradisme. Ne pas avoir peur des machines, les utiliser à bon escient pour nous libérer des tâches avilissantes, nous permettre du coup de faire ce qu'on veut. On va dire oui, mais les gens s'ils font rien, ils vont s'ennuyer. C'est faux. Vous savez que les chiffres sont clairs. En France par exemple, 82% des jeunes, des gens de la population ont été au moins une fois dans une association pour aider bénévolement, on fait du bénévolat. Donc ça veut dire qu'on ne restera pas à rien faire, parce que l'être humain, il a toujours des rêves, depuis tout petit, on rêve. C'est le système qui nous casse nos rêves en disant tu veux être guitariste, mais non, tu gagneras pas d'argent avec ça. Le capitalisme va plutôt faire de la comptabilité. Malheureusement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de faire la comptabilité mieux que quiconque. Donc oui, tu as envie d'être danseur, mais tu vas pas te tortiller, hein, va faire plutôt va faire plutôt tourneur-fraiseur, ça c'est sûr, il a besoin de faire des machines. Les machines vont se réparer d'elles-mêmes. Et donc on va pouvoir être vraiment des danseurs, des chanteurs, des troubadours, des scientifiques. Il y a des gens qui rêvent de faire des recherches, mais c'est tellement long les études. On va trouver des systèmes pour apprendre beaucoup plus vite. Donc on aura une civilisation où les gens, grâce au paradis, vont faire exactement ce qu'ils aiment, vont être épanouis, et des gens épanouis qui ne souffrent pas, ça fait des gens pacifiques. Ça diminue l'agressivité. Et une civilisation non agressive qui rêve, qui pense vraiment à l'amour avant tout, mais c'est une civilisation qui devient planétaire, qui s'ouvre vers les étoiles et vers laquelle une autre civilisation qui a passé aussi ces étapes a envie de rencontrer. C'est ça le contact qu'on va faire dans cette ambassade. Fait, tout est lié, hein. Ouais, c'était lors de la dernière séquence qu'on a fait, on parlait de bonheur, on parlait de plaisir, on se rend compte que tout est lié, quoi, à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la société. Mais merci Guillaume d'avoir vraiment présenté cette notion de paradisme, d'organisation de la société, ce projet qui est, on le rappelle, hein, écrit là, qui est gravé sur le marbre depuis plus de 50 ans, quoi. C'est là qu'on voit également la portée de ce message. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que cette notion, il y a un contact avec une civilisation extraterrestre, mais on se rend compte que ça va bien au-delà. Et c'est pour ça peut-être aussi que ce contact qu'a eu Raël a jamais trop intéressé ou autre les ufologues, les spécialistes des ovnis ou autre, savoir ce que on s'intéresse à la taille des ovnis, quelle planète, ou des fois c'est des questions qu'on peut nous poser en conférence, mais ça va bien au-delà, quoi. Ouais, c'est la portée, un contact à une civilisation extraterrestre peut pas venir sans un message philosophique, sans un héritage philosophique de cette civilisation qui a 25 000 ans, 25 000 ans d'avance. Brigitte. Et en fait, c'est ce qu'ils apportent enfin, pour réussir à établir ce que l'on veut établir, il faudra ce que tu parles. Enfin, tu parlais de no thinking, et je reviens là-dessus parce que si on mettait Macron dans un stage de méditation, il aurait peut-être besoin de plus de 2 semaines, en fait. Hein. Il faudrait peut-être qu'on lui mette un mois, là, un bon mois de méditation, ok, où il est obligé de se connecter avec la nature, avec l'être, avec ce qu'il est à l'intérieur, avec les étoiles, etc. Il serait pas capable, en revenant de ce stage de méditation, il serait pas capable de tenir les propos dont il parle maintenant, en fait. Hein. Et donc, en fait, ce message philosophique vient avec les tools, les outils pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc, c'est vrai, on a le concept du paradisme, la géniocratie, etc. Mais petit à petit, les petits pas que l'on peut faire chacun au quotidien, c'est en fait cette connexion, cette méditation. Et c'est pour ça que Raël a lancé The 1 Minute for Peace, 1 minute de méditation. Chaque heure, chaque moment disponible, de le consacrer à mettre son corps entier et à envoyer de l'amour à l'humanité. Ça paraît... je veux dire, j'imagine quelqu'un qui est comme Macron, qui est complètement dans une logique très restreinte de cerveau, de pensée, etc. Ça paraît dérisoire, mais c'est tellement puissant. Hein. Raël disait qu'une pensée d'amour est plus forte
plus puissante qu'une bombe atomique, parce qu'elle reste. La bombe atomique, elle explose, bon d'accord, elle fait des dégâts, puis elle est partie, alors que la pensée d'amour reste. Donc imaginons si on arrivait à faire en sorte qu'on ait de plus en plus de gens qui se réunissent, qui nous rejoignent dans ces méditations, 1 Minute for Peace, ou qui se disciplinent à avoir ce genre de pensée, ce genre de pensée d'amour qui viennent de chacune de nos cellules, et boum, ça part. Et c'est tous ensemble, on arrive à faire ça. Ça n'est pas dérisoire, c'est mesurable. Et donc, il y a des gens maintenant qui font des grands meetings, qui mesurent la variation des champs magnétiques d'une salle qui médite. Et l'harmonisation des cœurs, tout le monde se met en harmonie, les cerveaux se mettent en harmonie. Il y a une puissance dans la méditation qui est phénoménale, qui est amenée très clairement dans les premiers livres de Raël. C'est un enseignement de base du raëlisme qui est essentiel. Donc, je sais pas, il faut qu'on visualise ça de plus en plus, et peut-être faire une demande officielle pour que nos dirigeants Mais ouais. Quand tu parles, fassent des stages de méditation avant de prendre une position, quoi qu'elle soit. Et quand tu dis ça, on peut pas s'empêcher de penser que tout est lié, en fait. Quoi. Hein, là, on parle de l'organisation en société, mais ça touche l'être humain, ça touche la méditation, ça touche l'intention, l'état d'esprit dans lequel on est. C'est incroyable. Et c'est fou parce qu'on vit une période particulière cette semaine, mais il faut voir d'où on vient aussi, depuis avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Là, on parle de Macron, mais il faut se rappeler de cette allocution, là, c'était le 13 mars 2020, quoi. Nous sommes en guerre, quoi. Vous vous rappelez de ça? On a même fait une vidéo là-dessus. La bête. Nous sommes en guerre, quoi. Luna. Oui, pour conclure, en ce qui me concerne, s'il nous reste 90 secondes à vivre, et moi j'accompagne des mourants, hein, donc alors j'ai fait beaucoup le parallèle entre les êtres humains et à travers ton métier de thérapeute. À travers mon métier, et un être humain fonctionne comme une humanité, donc c'est beaucoup de parallèles à faire, et quand les gens... ou soit ils ont peur de la mort, ou enfin quelles que soient les raisons, ce qui est important, c'est pas tellement de mourir, c'est est-ce que j'ai bien vécu, est-ce que je vis bien, et ces quelques secondes qu'il reste aussi, c'est comment je vais pouvoir pardonner. Moi j'ai un rêve qu'un homme politique, par exemple les États-Unis, demande pardon pour ce qu'ils ont fait, par exemple, et que chacun commence à pardonner. Et d'un seul coup, c'est comme si, en très peu d'instants, avec juste quelques mots et quelques intentions d'amour, on pouvait stopper une machine qui s'est emballée d'agressivité, de surenchère. Et avec mes patients, c'est la même chose. Je me dis, mais est-ce que vous êtes en paix? Si vous l'êtes pas, faites-le maintenant. Parce que demain, mais même si on a plus que 90 secondes d'ailleurs, c'est à quel moment on décide de pardonner à quelqu'un, d'aller le revoir, de lui dire je t'aime, parce que c'est maintenant qu'on peut le faire, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Et cette notion de l'intensité de l'instant présent, ça c'est aussi l'enseignement de Raël, mais c'est cette notion de vivre maintenant dans le présent avec cet amour, comme tu parlais de cette capacité d'amour, d'aimer. C'est le plus important. Le reste, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du film avec DiCaprio. On avait tout pour s'en sortir. Et le seul moment ce qui est vraiment important, c'est l'amour qu'on aura donné et qu'on aura reçu. Le reste, c'est tellement aléatoire. Donc voilà ce que j'ai envie de conclure. C'est une belle conclusion. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, moi je pense que... Merci beaucoup. Hein. Merci, c'était un bel échange là sur le projet de société, des messages raéliens et de la vision raélienne en fait, parce qu'on est là pour ça. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, on peut que les encourager à rejoindre les différents sites internet, podcasts, Instagram, Facebook, TikTok, tout ce qui existe aujourd'hui, toute la ribambelle X Twitter, en effet quoi. Et puis surtout d'aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est ces ouvrages que Raël a écrits suite à la rencontre avec cet extraterrestre. Il y a déjà plus de 50 ans, quoi. Et qui sont en téléchargement gratuit. En effet. Raël.org. Ou ils peuvent les trouver sur Amazon aussi. Amazon, là, c'est pas gratuit. Ça faut payer, là. Encore. Il faut payer encore un petit peu, quoi. Jeff Bezos prend une petite commission au passage. Ouais, c'est ça. Mais il est pas raélien. On le dit. Ça serait bien, on aurait une com. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite. Hein. Merci, les amis. Merci.